J'ai commencé YouTube, j'avais 10 ans, j'ai eu 100 000 abonnés, et C'est ta maman. c'est ma maman. Un gros bisou à ta maman. De 0 à 150 000 followers en un an. On en parle de toutes les groupies de Norman qui se caressent dans tes messages privés. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont enfin majeures. Par contre, elles sont un peu moches, hein. Je suis allé voir, elles sont dégueulasses. Je sais pas si je pourrais le laisser au montage, mais tu fais entre 10 et 15K par mois. T'es à l'aise avec le fait que j'en parle ? Et même des fois, il y a des mois à plus, hein, franchement. Ah ouais, donc c'est pas genre non, je préfère cacher le truc, c'est genre respecte-moi. Salut, bienvenue à toi Lohan. Salut Jean-Marie, merci de m'avoir invité. Bah, je t'en prie, je vais faire une petite présentation pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe. Là, c'est une vidéo un peu originale. D'habitude, en ce moment, je fais des démolitions de funnels. La notion de funnel, ça dit quelque chose, tu mets un lien, c'est tout, un, pourquoi 12 ? On se croirait sur le site de la CAF, il est où le logo là ? Ah, je suis en souffrance là. Non mais c'est pas ma faute, tu m'as torturé, le funnel de Stan. Ouais mais non, aujourd'hui j'invite Lohan parce que je veux vous le présenter. Il m'a beaucoup aidé, c'est lui qui m'a aidé à faire les vidéos récentes. C'est-à-dire il y a un petit tournant sur ma chaîne, je me suis remis à mettre de l'énergie dans mes vidéos. Merci, c'est grâce à toi Lohan. En gros, la présentation, c'est que Lohan il est passé de 0 à 150 000 followers en un an, ou moins d'un an, 9 mois je crois. Alors 150 000 abonnés, c'est en un an pile. En 8 mois, j'ai fait 100 000. Bon bah bien joué. Je sais pas si je pourrais le laisser au montage, mais tu fais entre 10 et 15K par mois. T'es à l'aise avec le fait que j'en parle ? Tu peux, et même des fois, il y a des mois à plus, hein, franchement. Ah ouais, donc c'est pas genre non, je préfère cacher le truc, c'est genre respecte-moi, il y a des mois où je bouffe correctement. Ouais. Cool, j'apprécie. Non, la virilité est appréciée sur cette chaîne. On en parle de toutes les groupies de Norman qui se caressent dans tes messages privés. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont enfin majeures. Par contre, elles sont un peu moches, hein. Je suis allé voir, elles sont dégueulasses. Bref, je vous présente l'ONLV. On va discuter ensemble pour comprendre si ça vaut encore le coup de se lancer sur YouTube en 2024. Est-ce que tu peux, en quelques mots, présenter ta chaîne YouTube ? C'est l'ONLV, c'est une chaîne YouTube que j'ai lancée qui parlait à la base, entre guillemets, de dev perso très classique. Les 5 habitudes, les 6 astuces, les machins et tout. Les 6 meilleurs livres, c'était toutes faites, tu vois. Et pendant un an, j'ai fait que ça. La merguez est médiocre, mais pense qu'elle est géniale. Elle est remplie d'ego et ne sait pas se remettre en question. Merguez, tu passes ta vie sur les réseaux, à scroller sur TikTok, tu n'as pas d'objectif, pas de passion, tu ne fais pas de sport, ton compte Tinder fait un match par jour et tu te penses incroyable. Et aujourd'hui, depuis pas si longtemps que ça, je change un peu de format, j'essaie d'aller sur des vidéos un peu plus travaillées, où je vais vraiment écrire les vidéos, où je vais vraiment essayer d'aller plus en profondeur. Par exemple, tu vois, la dernière, ça a été sur la mode des enfants entrepreneurs. Tu sais, sur TikTok, il y a plein de gosses de 14 ans qui font les entrepreneurs, et en fait, ils sont énormément critiqués, tu vois, énormément de haine et tout, alors qu'ils ont 14 ans, tu vois, c'est pas cool. Et moi, je fais une vidéo, entre guillemets, pour apporter de la nuance, parce que je suis quelqu'un de très nuancé dans la vie, pour essayer un peu de montrer que c'est pas si mal que ça, et que c'est même plutôt positif pour eux. Ce que j'apprécie, c'est que tu touches à un sujet où normalement, pour parler de développement personnel, il faut avoir un certain âge, il faut l'avoir fait. Et toi, tu as l'intelligence de ne pas aborder ça comme un expert, mais plutôt comme un jeune qui partage son expérience pendant qu'il se met au développement personnel. Et ça, c'est inattaquable. Ouais, c'est exactement ça. Stop ! Fais très attention, la vidéo, là, elle va durer à peu près 45 minutes. Et à la fin, il y a un placement de produit. Ah, tu me connais. Le placement de produit, c'est quoi ? C'est Lohan, il a une formation pour t'apprendre à devenir youtubeur. Peut-être que tu te dis, je m'en balèque de devenir youtubeur. Et moi, pendant des années, j'étais là sur YouTube à dire, je ne suis pas youtubeur. Quelle arrogance, hein ? Alors, c'est vrai que j'étais un peu plus, entre guillemets, que youtubeur. Je faisais d'autres trucs à côté. Mais bordel, qu'est-ce que ça m'a aidé d'être sur YouTube ? Comprends bien, de tous les réseaux sociaux, YouTube est celui qui apporte le plus de statut social. Quand tu es sur Twitter, on ne te voit pas. C'est pas pareil. T'es pas une star comme sur YouTube. Sur YouTube, les gens, ils voient ta gueule. Quand tu es sur TikTok, les gens ne te regardent pas toi, ils regardent TikTok. Ils sont en train de regarder la plateforme. Pour moi, YouTube, c'est le plus puissant des réseaux sociaux. C'est pour ça que je suis dessus. Et il y a même plein de gens qui font du business physique qui décident d'aller en plus sur YouTube parce qu'ils comprennent qu'en ayant plus d'autorité, plus de statut social, ils obtiennent plus facilement des rendez-vous avec des clients, ils font plus facilement des ventes, mais le risque c'est de se planter, c'est-à-dire de faire des vidéos de merde, s'afficher et se ridiculiser. C'est très possible. Bon, Lohan, il t'explique comment faire pour que tu passes pas pour un guignol. C'est une histoire d'écriture. Quand tu prépares bien ta vidéo, ça passe, t'as la classe. Bref, je te laisse voir la suite du podcast. Si t'es pressé, il y a un lien en description. Lohan, il ouvre ses portes pendant 1 semaine seulement. Après, c'est fini.
Il a une communauté, une formation, ça vaut 20 balles ou 24. Putain, ça vaut que dalle. Et pour l'avoir testé, je le valide, le mec est ultra compétent. Alors question, qu'est-ce que tu as fait avant de faire cette chaîne ? Pour moi, on ne peut pas débarquer sur YouTube et comprendre directement comment craquer le code d'un coup. Tu as forcément une expérience antérieure sur YouTube. Oui, vraiment oui. Donc j'ai commencé YouTube, j'avais 10 ans. J'en ai 19 aujourd'hui, donc presque la moitié de ma vie. Bordel. À la base, je faisais des critiques de jeux vidéo. C'est-à-dire que tu me voyais dans cette chambre, c'est ma chambre d'enfant, tu vois, dans cette chambre-là, et j'étais là face à la caméra et je faisais des blagues, je parlais du nouveau Assassin's Creed qui sortait. C'était des chroniques un peu. Je parlais de nouveaux trucs, je faisais des vannes dessus. Et bon, j'ai fidélisé une mini communauté vers 2015, 2016, 2017. Mini communauté avec ça, alors peut-être 3-4 000 abonnés, franchement. C'est pas un énorme monde, le monde de la chronique de jeux vidéo sur YouTube, donc je connaissais un peu les gros du milieu, ceux qui avaient 100 000, 200 000 abonnés. Et du coup, à l'époque, je me fais recruter pour participer à la chaîne Trash. Trash qui était une chaîne colossale à l'époque, qui avait plus d'1 million d'abonnés. Chaîne entre guillemets communautaire, c'est-à-dire c'est pas vraiment une chaîne communautaire, mais c'est un groupe de youtubeurs. C'est-à-dire on est plusieurs et on fait des vidéos dessus. À la base, quand je me fais recruter, j'ai 14 ans. Donc je fais pas de voix à ce moment-là, je participe pas aux vidéos parce que j'ai pas la voix pour ça. Ma voix est trop aiguë en fait pour que je fasse les vidéos. Par contre, c'est moi qui pendant 2 ans, j'écris et je monte quasiment toutes les vidéos qui parlent d'histoire. C'est-à-dire si y a des gens qui connaissent Trash, et à mon avis ça m'étonne pas qu'il y ait même dans ton public il y a plein de gens qui connaissent Trash. Toutes les vidéos genre les choses étranges en Rome antique, chez les Mayas, chez les Grecs, chez pas les Égyptiens, c'est pas moi, mais la Chine antique, tout ça, toutes ces vidéos qui sont sorties vers 2018 à peu près. C'est toutes moi qui les ai écrites, c'est toutes moi qui les ai montées. Donc j'ai fait les deux, écriture et montage. Ensuite, vers 2019, je me focus beaucoup plus sur le montage, un peu moins l'écriture, beaucoup plus sur le montage. Et vers 2020, mars 2020, juste avant le confinement, j'ai la chance de muer à 16 ans, à 15 ans même, 15 ans et demi, 16 ans, j'ai la chance de muer et je commence à faire la voix en fait sur les vidéos. Donc je commence à apparaître dans les vidéos sur Trash Bandicoot, la nouvelle chaîne qu'on a lancée. Vu que moi à côté j'avais toujours mes chroniques de jeux qui marchaient à peu près bien, tu vois, c'est quelques milliers d'abonnés, mais pour l'époque c'était bien et je connaissais un peu le milieu, tu vois. C'est moi qui m'occupe de la chaîne jeux vidéo Trash. En 1 an on fait genre 250 000 abonnés, peut-être 300 000 abonnés. Donc à l'époque c'est moi qui écris et qui monte toutes les vidéos. Ça devenait vite compliqué avec le lycée, donc je me recrute une équipe de monteurs et de rédacteurs. Et maintenant, je ne fais plus que la voix et je gère l'équipe, tu vois, on va dire, à 17 ans. Et je trouve les sujets aussi. J'ai fait grossir la chaîne, entre guillemets, pas tout seul, hein, ce serait mentir que je l'ai fait tout seul, il y avait toute une équipe avec moi. Mais on l'a fait grossir jusqu'à 800 000 abonnés actuellement. Et là, depuis 1 mois, je suis parti de la chaîne en tout bien, tout honneur, en restant en bon terme avec tout le monde. Mais juste parce que cette chaîne-là me prenait trop de temps. Ma chaîne à moi et mes activités à moi me prenaient trop de temps. J'ai entre guillemets quitté Trash, même si, et en vrai je m'en occupais plus tellement, tu vois, je faisais juste la voix quand on me demandait de la faire sur les vidéos. Et depuis un petit mois, je ne fais plus partie de l'équipe, entre guillemets, donc je l'ai fait monter jusqu'à 800 000 abonnés. Ok, donc t'as 19 ans là maintenant, 9 ans que t'es actif, voire quasi professionnel sur YouTube. Ça fait 9 ans que je suis actif et on va dire 6 ans que, entre guillemets, je suis professionnel. Ouais, j'ai une expérience similaire. J'avais commencé le spectacle de rue à 13 ans. Et du coup, quand je débarquais à 20 ans sur des prestations, il y a des professionnels qui me connaissaient pas encore qui me prenaient pour un gamin. J'étais dans le business depuis 7 ans. Ouais, je vois. Et je comprenais les codes. Donc des fois, je me faisais prendre de haut par une équipe technique, par d'autres artistes qui me connaissaient pas ou quoi. Et quand je faisais mon taf, ma prestation, c'était de passer sur scène. Là, en fait, il se prenait dans la gueule un mec qui avait commencé il y a 7 ans et qui, depuis 3 ou 4 ans, était dans le tube, ne faisait que ça, était parti faire un championnat du monde en Australie. En fait, c'est des trucs vraiment compétitifs. Ouais. Et toi, c'est pareil, on peut te prendre pour un gamin comme ça. Et même moi qui suis quand même relativement bon en narratif, en montage vidéo, c'est un truc que j'aime bien. Et ça fait 10 ans que je le fais. Quand j'ai commencé à te fréquenter et fréquenter tes potes, j'ai pris des claques. J'ai pris des conseils en mode putain, mais ce petit con est ultra pertinent. Genre, ce conseil est excellent. Et ça m'a fait bugger. D'habitude, j'écoute personne en plus sur ces sujets-là. Je fais les vidéos comme je le sens. Et là, non, j'ai reçu des vraiment bons conseils. J'ai choisi de les suivre, de couper des bouts de certaines vidéos, de changer des titres, de changer des approches, des dynamiques entières. Chose que j'avais jamais fait. J'avais jamais pris un coaching comme j'ai fait
ou demander des conseils comme j'ai fait pour mes vidéos. Première fois. J'étais très surpris de voir que les conseils venaient de gens aussi jeunes. Vraiment très surpris. Ouais. Question, il t'a fallu combien de temps avant de monétiser ta chaîne ? Très longtemps. Extrêmement longtemps. C'est-à-dire que je vais te dire un truc. En septembre de cette année, non peut-être pas en septembre, en août de cette année, j'avais 100 000 abonnés sur ma chaîne. Tu vois, 100 000 abonnés. Honnêtement, je faisais en bénéf, honnêtement 2K par mois. Tu vois, 100 000 abonnés. Hein. C'est parce que j'avais pas de produit en fait. J'ai jamais vendu de produit. J'ai fait monter une chaîne et c'est pas ultra intelligent, mais dans ma tête, je me disais que de toute façon, le plus dur, c'est entre guillemets pas de faire le produit. Le plus dur, c'est de faire monter la chaîne et que dans le cas où j'ai vraiment besoin d'argent un jour, tu vois, je ferai le produit. Et à ce moment-là, je ferai beaucoup d'argent parce que j'ai déjà la communauté. Donc je l'ai fait. C'est ce qui s'est passé en fait. C'est ce que j'ai fait. En octobre, je sors mon produit YouTube Secret. C'est mon guide payant pour percer sur YouTube. Et là, l'argent a commencé à bien rentrer à partir d'octobre. Mais sinon, franchement, je te dis la vérité, de janvier, quand j'ai commencé la chaîne, à août, donc 8 mois, j'ai eu 100 000 abonnés. Et c'est ta maman ? C'est ma maman. Un gros bisou à ta maman. C'est ça aussi d'être Un gros bisou à elle. Bon, c'est énorme. Et oui, voilà, donc de 0 à 100 000 abonnés, franchement, je payais les vidéos et j'étais juste rentable, tu vois. C'est-à-dire l'argent, c'est de AdSense. Et à côté, je faisais entre guillemets des mini coaching sur YouTube. C'est-à-dire les gens pouvaient prendre 1 heure pour 100 balles avec moi, 100 balles pour 1 heure avec moi. Et tu les coachais sur quoi ? Sur YouTube. Bah encore sur ça. C'est-à-dire j'analysais leur chaîne YouTube, je leur disais voilà, change ça, ça. Juste on pose les bases, c'est que ouais. ta chaîne est un contenu sur le développement personnel. Mais tes coachings et le produit que tu as développé ensuite n'ont rien à voir. C'est des produits sur ta spécialité dans lesquels tu formes les gens à se lancer sur YouTube ou à réussir sur YouTube. Ouais, bien sûr. Et même pas forcément, d'ailleurs, c'est même pas ceux qui constituent la majorité de mes clients, c'est même pas forcément de chaîne dev perso, parce que comme je t'ai dit, j'ai touché à tout. Honnêtement, j'ai touché à tout sur YouTube. Dev perso, c'est une toute petite partie de mon histoire sur YouTube. La grosse partie de mon histoire sur YouTube, c'est du jeu vidéo. Donc je connais entre guillemets vraiment bien le YouTube game de manière générale, donc je peux donner des conseils sur pas que sur le dev perso. Je sais c'est quoi un bon sujet de manière générale. J'ai une question qui est connectée. Tu as mis longtemps à monétiser, tu vois, tu as attendu les 100 000 abonnés. Heureusement que j'ai pas fait pareil parce que moi je les ai jamais atteints. Du coup, tu as attendu les 100K abonnés avant de lancer la monétisation. C'est parce que tu étais timide, tu avais peur que ça passe pas et que ta communauté t'en veuille et t'osais pas vraiment sortir un produit, ou c'est parce que tu n'avais pas encore de produit, ou c'est encore autre chose ? C'est un mix des deux. J'avais peur. Tu vois, je peux pas dire j'avais pas peur. Moi, je suis connu pour faire du jeu vidéo à la base sur YouTube. Tu vois, genre même si tu regardais pas mes vidéos de jeux vidéo, les gens savaient qui j'étais parce que je faisais du jeu vidéo. À l'époque, j'étais passé genre entre guillemets sur des pareil, tu vois, j'avais 16 ans, j'étais super jeune, je passais déjà sur les plateaux de Ubisoft pour faire des chroniques, tu vois, c'est comme un vrai studio télé et on m'invitait, on me disait oui Lohan, la mort dans le jeu vidéo et moi j'avais ma petite chronique qui était prête, ou l'argent dans le jeu vidéo et moi j'avais ma petite chronique qui était prête et j'étais connu comme ce mec-là, tu vois. Des vidéos qui avaient fait plusieurs centaines de milliers de vues, hein. J'étais vraiment connu comme ce mec-là et les gens avaient associé ma gueule à ça. Donc j'avais peur, tu vois, d'arriver et faire toi aussi tu veux percer sur YouTube, achète ma vidéo machin. Il y avait cette peur-là, mais bon, après cette peur-là, c'est pas grave, tu fais, et honnêtement, je vais te dire la vérité, j'ai pas eu de critique quand j'ai lancé mon truc, parce que je pense que les gens s'y attendaient, et que ça a été plutôt bien fait, selon moi, donc j'ai vraiment eu, peut-être moins de 3 critiques, sur les milliers et les milliers de vues que j'ai fait avec ça, honnêtement, moins de 3 critiques, moins de 3 commentaires, franchement, et donc ça a été bien reçu au final. Je pense que le niveau de critique est complètement corrélé au niveau de légitimité. Si t'es légitime dans ton produit, quel que soit le produit, en vrai, ça se passe bien. Et aussi, pourquoi j'ai mis longtemps ? Parce que c'était un vrai truc, ça. C'est pas un truc que je t'invente là pour te dire ça. C'est que j'avais déjà l'idée du produit dès les 10 000 abonnés. Dès que j'ai eu 10 000 abonnés, je me suis dit, le but sur cette chaîne, ça va être d'avoir 100 000 abonnés le plus vite possible pour, entre guillemets, avoir de la légitimité de fou. Et ensuite, sortir un guide qui explique comment avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Et c'est compliqué de sortir un guide pour avoir 100 000 abonnés quand t'as pas 100 000 abonnés. Du coup, j'ai dû attendre d'avoir les 100 000 abonnés pour le faire. Cette histoire de peur, je la retrouve tout le temps. Je vais faire une petite dédicace à Philoseph. Tu vois qui c'est ? Oui, je suis sa chaîne depuis 3 à 4 ans. Franchement, Philosophe, ouais.
Donc Philoseph, j'ai fait une vidéo sur lui il y a pas longtemps. Non, pas ça. Pas directement la prostitution. Le mec qui vend du Yoplait. Ça s'essuie la bouche avec des vieilles traces blanches. Oh, il y a un Tipeee vert qui commence à me soutenir. T'es un Roms, tu marches avec une béquille, t'as une jambe en moins, t'as la polio, t'as besoin qu'on te soutienne. Oh là, ce fléau des temps modernes, l'influenceur mendiant. 1€, tu files t'acheter des malabars à l'unité pour galber ta mâchoire. Je suis vidéaste à succès. Rien que ça, monsieur. Métaphysicien, chanteur, comédien, humoriste, poète, penseur, chroniqueur, psychologue sportif de haut niveau, ceinture noire de taekwondo, inventeur du concept évolutif, syntaxique et hyper signifiant que j'appelle le galbe. Et ouais, t'as créé du concept avec le galbe. Je vous propose donc sur ce site une multiplicité de services et d'offres en lien avec mes innombrables expertises, elles-mêmes liées à mon épaisse densité existentielle. Oh bordel! Là j'ai aimé, je suis parti avec des mauvais a priori et en fait c'était énorme. Qui était une réponse au fait qu'il avait parlé de moi en vidéo. Donc j'ai analysé son funnel et je l'ai eu en conversation, je l'ai contacté, on s'est connecté et je lui ai proposé un business model. Il a 50 000 abonnés sur sa chaîne et potentiellement il est temps de monétiser. Il est comme toi, tu vois, il monétise pas encore. Et lui il a un boulot à côté, il a un boulot alimentaire qui lui prend beaucoup de temps et le soir sur son peu de temps libre, il fait des vidéos YouTube, donc imagine, il a un quotidien de dingue, il travaille énormément pour à peine avoir de quoi se payer son logement, il est à Paris. Je lui ai proposé un business plan qui était cohérent. Je peux te le dire, hein, le business plan, c'était d'aller distribuer ta formation. Et je lui ai dit, commence par ça. Je veux dire, tu as une audience qui te regarde sur YouTube, eh bien, la plupart du temps, l'audience se projette sur le créateur et rêve d'être lui, rêve de faire pareil. Tes youtubeurs partent du principe qu'une grosse partie de ton audience, ça les intéresse, ça leur plairait d'être youtubeur aussi parce que ça leur plairait d'être dans tes pompes. On a discuté pendant 3-4 jours, comme ça il était chaud, et puis finalement il m'a dit non laisse tomber, ça va trop vite pour moi. La crainte, tu vois, la crainte que son audience se retourne contre lui, ce qui n'est pas délirant, parce qu'il a mis longtemps à construire son audience, et que le produit n'est pas le sien, et il ne te connaît pas encore. Donc c'est très dur de prendre la décision en 10 jours d'aller proposer le produit d'un autre, au risque de se planter. Alors que moi, j'ai les accès de Bonsaï, je t'ai demandé l'autorisation, je lui avais filé les accès aux produits pour qu'il se fasse une idée, mais quand même, tu vois, il était en mode non, trop risqué. Et ils sont pleins dans son genre à rester coincés dans une situation où il devrait monétiser, et il monétise jamais pour garder le capital sympathie accumulé. Mais ce capital sympathie n'a une valeur que si à un moment tu le transformes en action. Tu n'es pas forcément obligé de monétiser ta communauté, mais tu dois les impliquer dans un processus où s'ils ne te donnent pas de l'argent, ils te donnent de l'énergie pour un projet. Ouais. C'est ce que je fais avec Bonsaï. Moi, j'ai une plateforme, elle est gratuite. Je n'ai pas d'abonnement à vendre. Mais par contre, j'ai besoin d'énergie. J'ai besoin de créateurs comme toi qui viennent sur la plateforme et qui se cassent le cul pour faire du contenu, pour faire des produits, pour faire du business. Et je gagne sur ce business. Quand les gens gagnent de l'argent sur ma plateforme, je bouffe. Donc, on récupère toujours de l'énergie ou de l'argent de la part des gens. Et la crainte pour des créateurs au profil d'artistes, genre Philoseph, c'est qu'ils ne se réveillent jamais. Si dans 6 mois, il sort son produit ou qu'il trouve un produit qui est cool, super. Mais il faut qu'il y ait un moment, il y ait ce switch, parce qu'ils ne peuvent pas toute leur vie faire un boulot alimentaire plus YouTube, sinon il se passe ce qui se passe tout le temps, ils arrêtent. Il y a combien de créateurs talentueux qui ont une vraie communauté, qui ont du vrai contenu de qualité, qui arrêtent soudainement, on ne sait pas pourquoi. Mais si, on sait pourquoi. Mais les mecs, ils n'en peuvent plus. C'est énormément de taf. Ils touchent pas un bal, ou le peu qu'ils touchent, c'est pour payer le monteur et tout ça. Ils n'ont jamais monétisé. Donc, ils donnent de l'énergie, ils n'en récupèrent pas. Et on peut monétiser sans être un prédateur. C'est ce que je lui ai proposé. Hein. Ouais. Donc, c'est un truc que toi, tu as dû vivre aussi avec la communauté de créateurs qui est autour de toi, parce qu'ils ont plus un profil d'artiste. Donc, c'est un truc que tu dois voir à répétition, ça. Des mecs qui se crèvent le cul et qui gagnent que dalle. Alors que dalle, relativement à leur audience, oui, je suis complètement d'accord. J'ai des potes qui gagnent moins que moi, qui font beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues. Je suis complètement d'accord. Et c'est dommage pour Philoseph parce que j'ai des potes parce que Philoseph, en vrai, il est quand même dans notre niche, tu vois, même s'il est éloigné de notre niche et qu'il fait un peu des blagues et tout, il est quand même dans cette niche dont on fait un peu tous partie, plus ou moins, c'est-à-dire cette niche de perso, make money, entrepreneurial, tout ça. Lui, il est quand même dedans, et je trouverais. Alors, je dis pas ça pour mon produit particulièrement, de toute façon, il le fera pas. Mais
Je trouverais pas ça du tout délirant et je pense absolument pas que sa communauté trouverait ça délirant qu'il fasse un produit, mais genre entre guillemets un vrai produit. Je sais pas, un groupe, une formation, un truc comme ça. Je trouverais pas ça du tout délirant parce que si moi, ça a été accepté pour moi, qui suis beaucoup plus mainstream que lui, on va dire, tu vois, je pense que pour lui, ça passera crème. Et peut-être qu'il veut faire son propre produit. Et dans ce cas, ça je l'encouragerais. Tu vois, peut-être que pour son premier truc, pour un premier lancement, il veut pas faire de l'affiliation avec quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'il va faire son propre produit. Et dans ce cas, je le souhaite et on le souhaite tous. Et je pense qu'il va faire beaucoup d'argent et ce sera cool pour lui. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord. Là, on dévie un peu du sujet, mais très difficile. Il y a des créateurs qui sont faits pour faire des produits et d'autres qui sont faits pour distribuer les produits des autres. Oui, je suis d'accord. Et Philoseph, il a un contenu qui est divertissant, c'est-à-dire qu'il fait de l'humour et de la philosophie. Ok, cool. Mais est-ce qu'il a une expertise à monétiser ? Toi, en fait, tu parlais de manière très générale de ton expérience. Tu partages ton expérience de la vie. Tu es un jeune sympa qui tente des trucs, qui se bouge le cul et qui partage cette expérience de manière ludique. Ça attire les gens. Mais ça n'était pas une expertise. Ce que tu as fait, tu as regardé ce qui avait de la valeur dans tes zones de compétences et c'est ça que tu as monétisé. Tu vois, tu as fait la distinction. Philoseph, est-ce qu'il va faire pareil ? Est-ce qu'il va monétiser sa capacité à faire une chaîne YouTube ? Pas vraiment. Donc, il va vendre quoi comme produit ? Il peut vendre des produits sur la philosophie. Est-ce que c'est attractif ? Est-ce que ça va se vendre ? Pas trop. Alors, je continue avec mes questions, du coup. Excuse-moi, j'ai beaucoup parlé alors que... J'ai toujours du mal, hein. J'interviewe les gens et c'est moi qui parle. Question, pourquoi est-ce que tu es sur YouTube plutôt qu'Instagram ou Twitter ? Je déteste Twitter, déjà. Twitter, j'aime pas du tout les gens dessus, j'aime pas la communauté dessus. J'aime pas même la création de contenu sur Twitter, c'est pas quelque chose qui me plaît. Faire des threads, tout ça, moi j'aime bien faire des vidéos. Qu'est-ce que je vais faire sur Twitter ? Le lecteur vidéo Twitter, il est dégueulasse, tu vois. Donc Twitter, déjà, j'aime pas, je m'y connecte pas. J'ai un compte Twitter qui a peut-être 5000 abonnés, j'y vais pas depuis 1 an. J'aime pas Twitter, donc je vais pas aller sur Twitter. Instagram, techniquement, je pourrais, et je pense que c'est ce que je vais faire. Là, je vais créer un compte Instagram un peu pro, tu vois, ou même sur mon compte directement, je vais juste les shorts que j'ai, tu vois, sur YouTube, je vais juste les glisser, déposer dans Instagram, ça je pourrais faire. Parce que c'est entre guillemets, c'est toujours ça de prix, tu vois. C'est toujours ça de prix, ça peut rapporter quelques followers, même sur YouTube, donc pourquoi pas. Instagram, pourquoi pas, Twitter, j'aime pas. Clairement, j'aime pas. Mais YouTube, c'est ce que je préfère le plus. Le format long, c'est ce que je préfère le plus. YouTube, c'est le truc que je fais depuis 10 ans. Je suis tellement à l'aise avec le site. Je suis tellement amoureux du site, tu vois, de comprendre, en fait, tu vois, je suis tellement amoureux de ce truc-là, de savoir c'est quoi un bon sujet, savoir c'est quoi une bonne vidéo, comprendre l'algorithme. Et tu vois, même là, je vais partir dans un truc, tu vois. Comprendre l'algorithme, ça veut rien dire, tu vois, parce que algorithme, c'est juste comprendre l'audience. Tu remplaces, sur YouTube, quand tu parles d'algorithme, tu remplaces algorithme par le mot audience, tout fait sens. Tout fait sens, vraiment tout. C'est comprendre ce que veut l'audience, comprendre c'est quoi, entre guillemets, un bon sujet, comprendre c'est quoi, entre guillemets, c'est quoi une bonne vidéo. Et c'est ça qui m'intéresse plus que créer du contenu sur Twitter. Twitter, j'ai vraiment du mal. Je te rejoins tellement. Pendant des années, j'ai eu l'arrogance de faire « je ne suis pas youtubeur », blablabla, un peu histoire de me détacher de l'image de l'influenceur ou du créateur artiste qui n'a que YouTube dans la vie. Parce que j'avais d'autres choses dans la vie et je me voyais plus comme un businessman que comme un youtubeur. Mais la vérité, c'est que dans des périodes où j'avais même pas besoin de YouTube, parce que je faisais des business hors YouTube ou hors de mon audience YouTube, eh bien, même dans ces périodes-là, je continuais d'aller faire des vidéos parce que j'étais accro. Parce que j'avais besoin, sans doute un besoin narcissique, il n'y a pas de problème, j'avais besoin d'aller face caméra et raconter des conneries. Et je faisais des commentaires de documentaires du tiers-monde. J'ai fait n'importe quoi. J'allais rire devant des vidéos de mecs en galère dans le tiers-monde et la conclusion c'était... T'as pas vu ces trucs-là ? Non, j'ai pas vu. Genre, c'est en Afrique, genre ? Ouais. Genre, les mecs qui galèrent leur race. Et moi, j'étais dans mes hôtels 5 étoiles ou je sais pas où, à bouffer mes croissants et à rigoler comme un connard en regardant ça. Parce qu'il y a un côté humour noir qui me faisait rire. Oui, j'avais compris. Et ils avaient plutôt la banane. Ils sont quand même plutôt souriants. Tu les vois dans des situations où, franchement, t'as envie de te suicider. On te fout 2 jours dans leur basket. Enfin, ils en ont pas, ils sont pieds nus. Mais on te fout 2 jours dans leur life, t'abandonnes. Franchement, t'abandonnes. Tu vois, tu mets fin à tes jours. Et eux, non.
smile, ça se plaint pas, ça fait le taf, ça fait de son mieux. Et je finissais souvent les vidéos en mode conquis, genre, franchement, arrêtez de vous plaindre les mecs, hein. Regarde lui, il est toujours en train de se battre. Non, respect. Donc il n'y avait pas un mauvais fond non plus, mais je faisais des sales blagues de bâtard pendant 10 minutes avant de dire 3 mots sympas à la fin. Enfin bref, amoureux de la plateforme YouTube parce que, tandis que tu fais des vidéos, tu ajoutes de la valeur à ton statut social. Un peu comme sur Insta, quand tu mets des photos, bah, tu ajoutes de la valeur à ton statut social si tu as des followers et qui te regardent en train de flexer. Ce qui fait que derrière, bah, y a plein de gens qui t'écoutent et tu vas réussir tes business. Et sur YouTube, ça m'intéressait vachement plus parce qu'au lieu de faire une photo dans laquelle je flex, pour moi c'est compliqué. Je veux dire, je suis un nain d'1m43 atteint de calvitie depuis la naissance. Flexer sur des photos de beaux gosses, c'était une impossibilité technique. Tout ce que je pouvais, c'est raconter de la merde en disant les pires trucs possibles sur YouTube. J'avais pas le choix. Non, mais blague à part, le format me plaît beaucoup. Je suis plus à l'aise avec l'expression orale qu'à faire le cake et poser pour la caméra pour une photo. Enfin, du coup, t'es heureux d'être sur YouTube. Moi aussi. Je commence à y mettre même plus d'énergie grâce à tes conseils. Et parle-nous de tes conseils, parle-nous de ta formation. Il y a quoi dedans? T'apprends quoi aux gens? Tu t'en doutes. Et les conseils que je t'ai donnés, même que mes potes ont pu te donner, que je t'ai fait rencontrer, c'est pas des conseils en mode il faut mettre tel tag, il faut que ta miniature elle soit comme ça, ton titre il soit comme ça, tu respectes ces règles-là. C'est plutôt des conseils autour des sujets de manière générale, et c'est ce sur quoi va s'axer surtout la entre guillemets la formation, le guide. C'est que en fait YouTube c'est deux choses, c'est la vidéo et le sujet. C'est-à-dire le sujet amène le taux de clic, et quand je dis sujet, je parle pas de miniature ou de titre, hein, je parle pas on s'en branle de la miniature et du titre, on pense vraiment au sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dis dans ta vidéo et comment tu le marketes. Tu sais, tu peux avoir le meilleur mini maker du monde, c'est le mec qui bosse pour MrBeast, tu peux avoir MrBeast qui choisit ton titre pour ta vidéo. Si ton sujet pue la merde, si ton sujet c'est le même sujet vu et revu, si la miniature, enfin voilà, bref, tu peux avoir la meilleure miniature, la plus qualitative possible, le meilleur titre possible, si le sujet pue la merde, ça va pas cliquer. Alors que tu peux avoir miniature médiocre, titre médiocre, si le sujet est bon, t'auras un bon taux de clic. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si le sujet est bon, si on comprend c'est quoi le sujet juste avec le titre, même s'il est médiocre, même s'il est pas optimisé, même si en minuscule tout ça, c'est bon. Donc, c'est avant tout trouver des bons sujets. Et donc ça, c'est pour la partie taux de clic, tu vois. Juste un truc, quand j'ai discuté avec toi et que tu m'as filé des conseils, avant même de choisir le sujet de chaque vidéo, on a surtout bossé sur le sujet de la chaîne. C'est-à-dire bien sûr. sur quoi je me limite. Et dans mon cas de figure, en plus, il y avait un vrai challenge, c'est que je voulais un contenu très spécifique, je voulais un contenu qui parle aux créateurs pour expliquer aux créateurs comment monétiser. Donc, si on veut parler technique, je fais une chaîne nichée dans la conversion de trafic organique. Tu vois, c'est déjà, c'est plutôt haut dans la niche. Conversion de trafic organique. Et le challenge, c'était comment faire un contenu de divertissement qui amène une large audience, que je puisse intéresser à ma niche, qui est la conversion de trafic organique. C'est un putain de challenge, en fait. C'est très difficile de faire des vidéos qui tapent large, qui intéressent tout le monde, qui soient divertissantes, et qui soit pertinente dans mon sujet très précis d'expertise. Et tu m'as filé des conseils qui m'ont permis d'affiner jusqu'à avoir un truc qui est en train de marcher. Et j'en suis super content. Avant, quand j'étais en mode très sérieux, je faisais 2-3 000 vidéos, 2-3 000 vues par vidéo. Et là, aujourd'hui, j'arrive à traiter mon sujet d'expertise en faisant du 6 000 vues par vidéo. Top. Et ça va monter, on l'espère, on te le souhaite. Avec tes conseils, je pense. Et le conseil de Kélian, que je remercie. C'est ton pote là qui m'a aidé. Ouais, il y a toute une team autour de toi, c'est pas juste toi. Ouais. Et donc ça, c'est pour la partie taux de clic. Parce qu'une fois que tu as un bon taux de clic, c'est la moitié du travail de fait. Et pour la partie, entre guillemets, watch time, la partie à quel point ta vidéo va être recommandée, à quel point elle va être vue en entier, parce que c'est ça qui va faire que ta vidéo va être recommandée. Le watch time, c'est un bon watch time, ta vidéo va être recommandée. Le taux de clic, elle va faire des vues, elle va faire plus de vues sur chaque recommandation, globalement. Et pour la partie là, en plus c'est un mot qu'on n'aime pas trop dans notre sphère et tout, mais je t'apprends à devenir perfectionniste. Parce que je le promets et je le jure, sur YouTube, une bonne vidéo, il faut être perfectionniste. Il faut pas être efficace, il faut être perfectionniste. C'est beaucoup plus facile de faire une vidéo à 1 million de vues que de faire 100 vidéos à 10 000 vues. Vraiment, vraiment.
Donc il faut pas hésiter donc faut regarder la formation. Il faut pas hésiter à toujours se demander qu'est-ce que je laisse. Est-ce que cette phrase elle est importante? À quel point le montage va jouer, comment je monte, comment j'écris mes vidéos, tout ça c'est des choses importantes. Et le problème de beaucoup de gens qui se lancent sur YouTube dans la niche, tu sais, dans nos niches à nous, dans l'entrepreneuriat, dans tout ça, c'est que c'est des gens qui pensent que t'as pas besoin d'être un bon youtubeur. Alors que t'as vraiment besoin de savoir bien créer du contenu. T'as vraiment besoin de savoir, tu sais, comment bien parler à la caméra, tu vois, comment bien monter une vidéo, comment bien l'écrire. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que ça je jette? Est-ce que ça je garde? T'as besoin de tout ça parce que c'est ça en fait qui va faire tes vues. C'est vraiment ça parce que on va dire que le top 1% des vidéos sur YouTube fait 1000 vues. Le top 0,1% des vidéos sur YouTube fait 10 000 vues. Le top 0,01% sur YouTube fait 100 000 vues. Donc faut pas hésiter à être perfectionniste. Je le pense sincèrement. C'est exactement ce que vous m'avez fait faire. En gros, j'ai fait des trucs avec vous que j'avais jamais fait, du style changer 3 fois mon intro avant de publier celle qui vraiment était clean, virer des parties énormes de ma vidéo que je trouvais ultra pertinentes, mais en discutant avec Kélian et toi, la conclusion c'était ouais, c'est peut-être pertinent, mais est-ce que ça correspond au sujet de ta chaîne? Ou est-ce que c'est un hors-sujet? C'est un hors-sujet. Tu vas perdre du monde là. Tu te fais plaisir en racontant ça. Tu vas faire plaisir à 3 mecs qui sont vraiment très loin dans ta niche, mais c'est pas le moment. C'est pas l'endroit pour le dire. Ça ralentit la vidéo et elle dure trop longtemps. Au final, il faut couper ce gros segment qui a pourtant de la valeur, mais coupe-le. Putain, c'est des trucs. Normalement, je coupe jamais un segment qui a de la valeur. Eh ben si. Couper tous les petits trucs parasites qui sont un peu en trop dont on peut se passer et couper des putains de segments entiers alors que objectivement ils sont pas mauvais. Ben si. Parce que ça kill le watch time, comme tu as expliqué. C'est ça. Et donc, la vidéo, elle est moins partagée derrière. C'est ça. Donc, franchement, pour caricaturer, c'est vraiment une formation, un guide qui t'apprend à faire des bonnes vidéos. Parce que faire des bonnes vidéos, ça veut dire marcher sur YouTube. Si ça, tu le conscientises, si ça, tu te mets dans la tête que ma vidéo mérite son nombre de vues, tu te dis juste, bah ok, mais le but, c'est juste de faire des bonnes vidéos, tu vois. Une vidéo qui est bien. Ouais. Un truc que je réalise aussi, excuse-moi de te couper, mais ça va dans le sens de ce que tu dis. Il y a une époque à YouTube où je faisais vraiment attention. Je portais énormément de soin à ma vidéo, quitte à sortir une vidéo tous les 10 jours, mais il y avait un montage de fou. Tu m'as peut-être pas connu à l'époque, c'était genre le clash en Tox Colaboy, c'était des vidéos... J'avais entendu parler de toi à cette période. Ok, il y avait un montage de fou. Et dis-toi, j'avais loué une putain de chambre penthouse dans un hôtel de luxe, avec 3 prostituées. Non, c'était des actrices porno que j'avais scénarisé des trucs de fou. Enfin, tu vois, j'avais mis un budget. La vidéo, il y avait 1500 balles de budget dessus. Et derrière, j'ai fait des sous, ça s'est bien passé. Mais c'était une grosse production. Et ça a payé. Et je faisais plein de vidéos comme ça, enfin plein. Du coup, non, j'en faisais moins. Et après, je suis parti dans un truc où je me suis dit, non, arrête ces conneries. Ce qu'il faut, c'est l'efficacité. Il faut que je puisse faire des vidéos à la chaîne qui me coûtent le moins d'énergie possible. Et non. En fait, ça marche pas comme ça. Faire plein de vidéos qui me coûtent le moins d'énergie possible a beaucoup moins marché. J'ai reçu moins de respect, moins d'argent, moins de satisfaction. J'ai sorti plus de vidéos, mais c'était moins bonne. Je suis d'accord. Bah là, la même chose, tu vois, là, je suis en train de faire une vidéo, vas-y, je donne le sujet en avance. Ça va être une vidéo speedrun de Tinder. On est avec mon pote, et le but, c'est d'avoir un date le plus rapidement possible sur Tinder, tu vois. On est parti genre à 1 heure d'ici pour 2 plans. La meuf elle est pas venue, mais on était trop contents. Genre ensuite, parce que ça va rajouter du storytelling à la vidéo. On sait qu'à un moment dans la vidéo je vais dire ok, on a marché, on a fait tout ça, bim, et là je filme mon pote, il y a personne, il regarde à droite à gauche, il y a personne qui vient, il est avec le bouquet de fleurs comme ça, il revient vers moi, il fait bon, il est 17h, elle viendra pas, machin et tout. Et au final ça ajoute du truc, quelque chose à la vidéo. Et parce que en fait au final on a réussi à avoir un autre date dans la même soirée. Et quand dans la même soirée on arrive à concrétiser un autre date, la vidéo va être 100 fois meilleure en sachant qu'on a échoué et on a fait 1 heure de route, mais pour rien, tu vois. Mais je suis trop content. Et en fait sur YouTube, si on a l'impression que tu t'es fait chier, ça marche mieux. Je te jure que c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. C'est parce que naturellement on a plus envie de liker, on a plus envie de partager, c'est des choses qui comptent. Mais plus ça se voit que tu t'es fait chier, même si c'est pas avec une caméra de fou, même si c'est pas un truc comme ça, juste le fait que le viewer se dise oh putain il s'est fait chier, tu vois, genre ouais, il a quand même fait ça pour sa vidéo, juste ça, la vidéo va marcher. Et plus tu te fais chier, plus la vidéo marche, tu vois. Donc le perfectionnisme c'est quelque chose d'important, pas quelque chose d'important partout,
Manifestement, dans le vidéo making, c'est un truc super important. Ouais. Ensuite, pour parler de ta formation, moi je dis, Ouais. je l'ai pas suivi parce que j'ai eu Ok. un contact privé avec toi, tu vois, tu m'as donné des consultations, Ouais. mais j'ai vu la structure. La structure, c'était genre de 0 à 1000 abonnés, ce qui est le plus difficile. Ouais. Ensuite, de 1000 à 10 000, de 10 000 à 100 000. Et moi, j'en suis là, j'en suis de 10 000 à 100 000. D'ailleurs, il va falloir que j'aille consulter un petit peu. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a une partie sur la monétisation? Oui, une partie. Alors, c'est pas le principal, parce que je considère que euh, je suis pas le meilleur pour ça. Je suis très bon pour avoir ramener de l'audience, euh, convertir une audience, je sais faire. Il y a des mecs qui le font beaucoup mieux. Je pense à Touré Tougan, tu vois. Je sais je peux l'apprendre. Ce sera moins bien. Ce sera moins bien. Par contre, il y a des astuces que je vais donner. Je donne des astuces qui permettent d'augmenter son AdSense. Tu vois, ça, je sais faire. Tu sais, c'est un truc que j'ai beaucoup compris. Je sais comment un short, au lieu qu'il te rapporte 20 balles, il t'en rapporte 200, tu vois. Un short, ça rapporte que dalle. Normalement, tu vois un short qui pète, il fait 20 balles. Et ben, je te donne des astuces pour que le short qui t'a rapporté 20 balles, en fait, il t'en rapporte pas 20, il t'en rapporte 200, 300, 400. Pour le même nombre de vues, tu vois. Donc, ça, je sais le donner. Maintenant, la monétisation, c'est pas mon fort. J'explique aussi comment négocier des OP vite fait, parce que c'est un truc que j'ai fait. Tu sais, j'étais, entre guillemets, youtubeur mainstream, peut-être que je suis encore d'une certaine manière. J'étais très youtubeur mainstream avant, j'en ai fait des tas des OP, mais peut-être 20, tu vois, franchement. J'ai fait pour Display, j'ai fait pour des VPN, j'ai fait pour des jeux mobiles, j'ai fait pour tout, tu vois. Donc je sais comment tu négocies bien des OP avec des marques classiques, tu vois. Je te parle pas d'affiliation, je te parle pas de tout ça. Je te parle de quand t'as une agence qui t'envoie un mail, machin, comment tu négocies bien l'OP. Ouais, en fait, tu parles de négocier pour obtenir un peu plus de Red Shadow Legend quand tu fais leur pub pour eux. Ah ouais, c'est ça, exactement. Et pour la partie monétisation, on en parlera en privé, mais je t'enverrai du contenu avec plaisir. Parce que de toute façon, ce contenu va former les gens à utiliser Bonsai pour la monétisation, ce qui va dans mon sens. Donc moi, c'est du contenu que j'offre et qui est très pertinent et très très récent aussi, qui est vraiment adapté à la tendance actuelle du marché. Au niveau de tes élèves, parce que ta formation existe depuis déjà un certain temps, est-ce que déjà tu as combien d'élèves en tout et ils ont quels résultats? En tout, j'ai 1400 élèves. Plus 1500 peut-être, 1600, un truc comme ça. Parce qu'en fait, j'ai des ventes sur Bonsai, j'ai des ventes sur Hotmart, j'avais fait des ventes à l'époque sur System.io et c'était Stripe qui m'avait baisé 20 000 balles, bon, c'est pas grave. Bref, au total, si on regroupe, la formation, entre guillemets, elle a fait peut-être 1500 ventes, tu vois. Parmi les élèves, j'ai vraiment des résultats de fou. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire, on a un mec il a jamais fait de vidéo sur YouTube, tu le connais, Turtoon, je l'ai présenté. Il a jamais fait de vidéo sur YouTube avant. Ouais, je vais bosser avec lui là, ouais. C'est pas genre il a démarré YouTube, tu vois. C'est pas genre il a démarré YouTube à peine, il a acheté YouTube Secrets, il a démarré YouTube dans la foulée. Je vous invite à taper Turtoon sur internet, vous regardez ses vidéos, c'est pas des shorts, hein, c'est des vidéos longues, mais c'est du 200, du 300, du 400 000 vues parfois, par vidéo. Il est impressionnant, il a impressionné tout le monde, ce mec-là. On a un mec très très drôle qui a percé entre guillemets sur TikTok, qui s'appelle Bibarl. Lui, il fait des shorts genre comment gérer de la meuf en boîte. Et genre c'est des shorts où il dit que des punchlines et tout, et ça marche super bien. Il vient de se lancer dans la création de contenu long là. Sa dernière vidéo elle a fait presque 20 000 vues. Tu sais, il a démarré, hein, il a démarré, donc c'est bien, 20 000 vues. Tous les mecs que j'ai, franchement, je vais pas dire tous parce que c'est pas tous, il y a des mecs qui ont même pas suivi la formation, tu vois, donc pas les 1400, mais tous les mecs avec qui j'ai parlé, avec qui je communique, tous ces mecs ont des résultats de fou. Tous ces mecs là, ils font des vidéos à 100 vues. Et bim, ils prennent YouTube Secrets, bim, leur nouvelle vidéo elle fait 4000 vues. Tu vois, là je te dis ça, c'est pas pour rien, parce que c'est arrivé tellement de fois. Il y a un mec, il a fait une vidéo sur Inazuma Eleven, c'est sa première vidéo de sa chaîne, pareil, comme Turtoon, 100 000 vues. Vidéo longue, 20 minutes, 100 000 vues d'un coup. Hallucinant. Il y a un mec, il a 100 abonnés, il a fait une chaîne YouTube sur le skate, et tu diras c'est pas beaucoup, mais c'est énorme pour un mec à 100 abonnés. Il a fait genre 5-6 000 vues sur sa première vidéo, tu vois. 5-6 minutes où il parle des clichés sur le skate, tu vois. Donc c'est pas une formation qui t'apprend à faire du dev perso, tu vois. C'est pas ça, c'est vraiment une formation qui t'apprend à faire des bonnes vidéos. Et Turtoon, là dont tu parles, moi j'ai rencontré là il y a une semaine à peu près, et la discussion était surréaliste parce que moi j'ai rencontré sur le sujet de sa monétisation en lui disant bon, c'est quoi ton business plan, comment est-ce que tu monétises actuellement? Il disait mais en fait je viens de commencer, ça fait 2 mois que je fais YouTube, je l'ai jamais fait avant. Et le type il tapait des 200-300 000 vues, j'étais là, pardon,
T'as commencé quand? Il y a 2 mois? Par contre, il s'est cassé le cul. Il est intelligent, mais il débarque à peine. Il avait même pas réfléchi à la monétisation, donc on a commencé à y penser. Et si tout va bien, il va monétiser là, avec ce que je lui ai proposé, dans 2 semaines à peu près, il va commencer la monétisation. Top, content pour lui, il le mérite. Bah ouais. Il faut quoi pour se lancer? En matos, tu veux dire? En tout, humainement, en matos. C'est cliché. Il faut le bon mindset, je pense. C'est-à-dire qu'il faut, comme je t'ai dit, il faut se dire que une bonne vidéo n'a pas d'intérêt à ne pas être recommandée. Une bonne vidéo, YouTube n'a pas d'intérêt à ne pas recommander une vidéo qui est bien. Ça, c'est complètement con. Donc, s'il y a un public pour cette vidéo, si YouTube arrive à identifier quel est le profil type pour le public de la vidéo et qu'il ne la recommande pas, bah ils sont cons. Donc non, ça marche pas comme ça. Donc, t'as dans ton mindset, je mérite mon nombre de vues. Peu importe mon nombre de vues, je le mérite, tu vois. À long terme, à court terme, pas forcément. À long terme, je le mérite forcément. Tu sais, parfois, il y a des vidéos qui démarrent difficilement, mais qui ensuite pètent. À long terme, je mérite mon nombre de vues. Arriver avec cette mentalité de se dire, si je fais des bonnes vidéos, ça pourra que marcher. Dans l'entrepreneuriat classique, y croire, tu vois, tout simplement. Y croire et avoir de la bonne volonté et essayer de distribuer des bonnes vidéos, tu sais, premier degré, avec le cœur. Je pense que si tu fais ça avec le cœur, avec de la passion, ça marche mieux. Et niveau matos, je conseille de bien s'entourer. Je conseille d'avoir c'est un truc que je dis dans le guide avant même de sortir ma communauté et tout. Je le disais dans le guide, je disais il faut bien s'entourer, il faut avoir des potes youtubeurs. C'est super important pour avoir des feedbacks en temps réel. Plus t'as des youtubeurs qui sont hauts dans tes potes, qui ont beaucoup d'abonnés dans tes potes, plus tu te fais défoncer, mieux c'est en fait. Plus ils vont dire tiens, pourquoi t'as mis un écran noir là, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci, mieux c'est. Et maintenant, si on parle de matos réel, je dirais même pas forcément une bonne caméra. Tu sais que la caméra que j'ai là, elle est pourrie. Mais vu qu'il y a un bon éclairage devant et derrière, on dirait que c'est une bonne caméra dans les vidéos. Ça, c'est une Logitech, c'est une webcam à 80 balles. Okay. Éventuellement, un micro qui fait le taf, c'est quand même déjà plus important. Et c'est tout. Enfin, savoir bien parler aussi. Savoir bien parler, c'est important, mais ça prend vite, savoir bien parler. Ça, c'est pas le plus compliqué. Ce que je me dis, moi, c'est qu'il y a même des handicapés mentaux qui réussissent sur les réseaux sociaux. J'ai jamais vu ça. Mais sans doute, ça doit exister. Je t'explique. J'ai quelqu'un de très très proche qui a eu un cancer du cerveau et j'ai essayé, tu vois, de l'aider à monétiser ça sur les réseaux sociaux pour essayer de choper du fric, aider à payer les opérations et tout ça, tu vois. Bon, c'est moi qui j'ai payé la plupart, hein, chimio, radiothérapie, opération, tout le bordel. Bon, mais ça lui faisait un truc à faire. Et donc, j'ai commencé à être abonné à ces trucs. Des gens qui ont des handicaps lourds, mentaux ou physiques, et qui sont sur les réseaux sociaux. Et t'as des handicapés mentaux qui sont des putains de stars des réseaux sociaux et dont le contenu est pas mal. Ils ont un contenu très authentique. Ils te montrent des trucs que t'as jamais vus. Ils parlent très mal. Ils bégayent des conneries, ça veut pas dire grand-chose. Mais il y a un contexte, il y a une vibe, il y a une intention, il y a un mindset, comme tu dis. Et je vois que ça marche, les vidéos sont pas désagréables à regarder. Je suis pas devenu accro à ça, tu vois. Mais il y a des trucs corrects. Et t'as certains handicapés, genre, je sais plus qui, The Cripple. T'as un Américain super connu qui fait de l'autodérision sur le fait que lui, il est handicapé physique très très lourd. On dirait Gollum, mais en version humain. Et il a des cheveux. Et il est très agressif. Il cherche la bagarre. Are you happy? Yeah, I am. Awesome. Put this bag over your head. Die. Donc tu vois un mec qui peut à peine bouger, qui est sur son petit fauteuil roulant électrique comme ça, mais beaucoup d'autodérision et vachement drôle, où il fait des featuring avec des meufs, genre des meufs OnlyFans ou des meufs TikTok super bonnes, et il leur parle super mal. Les meufs essayent de le chauffer, lui il leur ferme la porte au nez, il va jouer aux jeux vidéo. Bon, il est drôle quoi, il a réussi à trouver un truc, et quand ces mecs-là y arrivent, je veux dire, le mec dont on parle, il rampe par terre, tu vois. C'est comme ça qu'il se déplace, et il fait 70 cm le truc. Ouais, je vois. Et il a la tête déformée. Ce truc-là a réussi à être une star. Ce truc-là a réussi à cartonner sur les réseaux sociaux. Du coup, se trouver des excuses genre ouais, mais j'ai pas assez de charisme. Vas-y. C'est un mindset en fait. Si t'as une bonne intention, si tu forces, il y a moyen. Et pour le matos, comme tu dis, rien à foutre. Tu vois ce truc-là, mon micro à 50 balles,
je me filme avec mon téléphone là. Toi, t'as une Logitech à 80 balles et 150 000 abonnés. C'est pas une histoire de Tosma, vraiment. Ouais, non, vraiment pas. Ton background, il pue la merde. T'as un rideau, c'est quoi ton rideau, quoi? C'est mon rideau, Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas une excuse, tu vois. Ouais. Et c'est pas ça qui compte. Ce qui va compter, c'est, comme tu as dit, une intention, un travail, une qualité, une authenticité, je pense. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais aujourd'hui, c'est devenu essentiel. Je crois que les gens, ils en ont marre de tout ce qui est fake. Clairement. Tu as une offre limitée en ce moment. Explique-nous pourquoi elle est limitée, qu'est-ce que c'est ton offre. Et je pense que ton offre, en fait, c'est la formation et la communauté. Parce que tous tes élèves sont dans une communauté. Exactement. YouTube Secrets 2.0, c'est 24,99 par mois. Et tu rejoins la communauté. Plus, t'as la formation YouTube Secrets. Donc, t'as tout ce dont on a parlé, là, le truc de 0 à 1000 abonnés, machin. T'as la formation vidéo, t'as le guide. Donc, déjà, t'apprends à faire des bonnes vidéos grâce à YouTube Secrets. Et ensuite, t'as les feedbacks de la communauté. T'as des conférences toutes les semaines, si ce n'est tous les 3 jours. Alors, en ce moment, c'est tous les 3 jours, tu vois. Genre, améliorer sa voix. Et la conférence améliorer sa voix, c'est quelque chose, tu vois. C'est presque, tu vois, je dis aux gens de venir avec moi et je les torture. C'est parle, et à chaque fois je dis non, c'est de la merde, tu recommences et tout. C'est comme ça qu'on apprend, c'est avec les feedbacks en direct. Conférence pour le montage, conférence pour l'écriture, tu me vois faire en live, genre tous les 3 jours il y a une nouvelle conférence qui t'apprend plein de choses sur la création de contenu. Tu peux toi-même partager ton contenu, t'as toi-même des feedbacks. Ce qui est trop bien, c'est que tout le monde donne des feedbacks. Genre c'est pas genre les gens demandent mais donnent pas, parce qu'en fait il y a une mentalité, quand tu donnes des feedbacks et quand t'es critique envers une vidéo, tu t'améliores toi-même en fait. Donc les gens sont contents de donner des feedbacks. Donc c'est un truc que j'ai essayé d'instaurer, c'est que j'ai fait en sorte que les gens demandent des feedbacks, oui, mais ils en donnent aussi. C'est pas genre tiens, demandez-moi, donnez votre avis là-dessus, et t'as rien. Tu vois, t'as vraiment beaucoup de gens qui donnent leur avis parce que toi aussi t'as envie de le donner, parce que tout le monde a envie de le donner, parce que tout le monde veut s'améliorer dans la création de contenu. Donc ça permet évidemment de réseauter, d'avoir une communauté, hein, tu vois, genre si tu veux, si t'as zéro abonné vraiment et que t'as besoin de tes 100 premières vues, bah, c'est tout simple. Pour tester un peu l'algorithme, voir si ta vidéo est bien, pour avoir tes 100 premières vues, tu peux la balancer dans le serveur, tu vois, et ça c'est génial. Donc c'est une communauté. On croit vraiment beaucoup en ce truc d'accountabilité. C'est quand même vachement orienté travail, c'est-à-dire on est vraiment tous en train de bosser. Ouais. Je vais juste mettre une pause. Moi, tu vois, mes vidéos américaines, en vrai, elles étaient pas si mauvaises que ça. Si j'avais eu une communauté américaine ou si j'avais l'opportunité de rejoindre une commu comme la tienne aux States, je le ferais immédiatement. Juste pour ça. Juste pour que, déjà, je me fasse défoncer, j'améliore un peu le truc. Cool, ça c'est utile. Bon, et c'est déjà dans ta commu. Mais que quand je sorte la vidéo, elle soit directement partagée ou au moins vue par une centaine de collègues qui font des vidéos aux États-Unis et qui regarderaient le truc. Et l'algo, en fait, commencerait à amorcer. Parce que moi, j'avais zéro. J'en ai parlé à personne parce que je voulais pas avoir des viewers français. Et ceux qui me suivent sont tous français. Donc vraiment, j'étais en mode... personne les connaît, les vidéos que j'ai sorties les mois derniers là aux États-Unis. Personne. Ouais. Et du coup, l'algorithme, il a fait nique sa mère. Je lui file 0 vue. Donc juste ça, juste l'amorçage. 24 balles pour un amorçage déjà. Moi, je payerais 1000 balles juste pour amorcer mes vidéos en anglais, voire plus. Mais là, il y a la formation, il y a la commu, il y a tes collègues qui m'ont filé des conseils aussi. T'as une équipe de 10 gars à peu près, quoi, qui sont des créateurs confirmés. Pas 10 gars, mais de potes à moi qui sont des créateurs confirmés, j'en ai. Et franchement, autour de ça, énormément. Tu sais, même entre guillemets, philosophe, tu vois, on parlait de lui tout à l'heure. J'ai déjà été à des soirées avec lui, bon, on s'est pas parlé, mais j'ai déjà été à la soirée du crayon sur Paris avec lui quand j'habitais à Paris, tu sais. Donc je connais énormément de youtubeurs, tu sais, les soirées de youtubeurs à Paris, je les ai toutes faites. J'ai plein de potes là-dedans, donc oui, bien sûr, il y a ça. Il y a aussi des analyses de chaîne, c'est-à-dire, tu vois, tes démolitions que tu fais. C'est pareil, sauf que c'est des démolitions de chaîne en live devant tout le monde. C'est Kélian qui peut les faire aussi parfois, et Kélian encore plus dur que moi. Je confirme. Ouais, il est très fort. En narratif, il est trop fort. Ouais. Et aussi, alors c'est pas l'aspect le plus entre guillemets vendeur du truc, mais c'est un truc qui me tient à cœur. C'est une communauté où on travaille énormément, parce que moi le travail c'est quelque chose que je trouve important, tu vois, genre je me lève, c'est la première chose que je fais. Je dis pas que je suis capable de faire 8 heures de deep work full concentré ou quoi. Par contre, des séances de 2 heures tous les jours, 1 à 2 fois, 3 fois par jour, forcément, tu vois, et j'y crois. Et on a ce truc là où on travaille tous ensemble
en vocal, on met notre caméra et tout, on n'a pas d'autre micro. Tu vois, c'est mon histoire. C'est ce que j'ai fait, c'était faire des vidéos toute la journée et travailler énormément. J'ai écouté énormément d'interviews de youtubeurs, que ça soit des mecs mainstream ou des mecs plutôt marketing comme moi. Ils ont tous bossé comme des porcs. Et les types mainstream qui ont une approche très éloignée du business, qui essayent de pas être agressifs, quand même, ils travaillent énormément. Ils le disent. Ils ont peut-être honte de faire de l'argent. Oui, ils n'ont pas honte de travailler. Et comme tu as dit, YouTube, c'est pas une histoire de quantité. Il faut être perfectionniste, il faut produire de la qualité. C'est ça. Autre chose, je sais pas si c'est exploité et si ça l'est pas, il faudrait, je pense, c'est le fait que y ait du business en networking à faire dans la commu. C'est-à-dire que, imaginons que tu as un mec de la commu qui sort un produit attractif, comme le tien, et tout le monde peut se mettre à distribuer ce produit. Ou il y a des alliances qui peuvent se faire, des featuring, des machins, des échanges de communautés. 7 février, à la fin de justement YouTube Secrets 2.0, parce que l'offre n'est ouverte que 7 jours, les portes sont ouvertes 7 jours, vous avez jusqu'à la vidéo sur le 1er février normalement, aujourd'hui et pendant une semaine jusqu'au 7, pour rejoindre. Attends, juste, pourquoi ça ferme le 7 ? Parce qu'en fait, s'il y a des gens qui se rajoutent, en fait, pas tout le monde a la même expérience en même temps, et une des conférences les plus importantes arrive le 7, qui va être utilisez vos potes youtubeurs pour faire de la thune. C'est le nom de la conférence. Utilisez vos potes youtubeurs pour faire de la thune. Et j'explique, tu sais ce que je suis en train de faire là, ce que je fais avec Kélian, parce que Kélian va aussi faire la promo de YouTube Secrets 2.0. Ce que je suis en train de faire là, je vais l'expliquer comment ils peuvent le faire entre eux. Et ça va être une conférence très très importante. Ça va être beaucoup de choses. Ça va être un mix d'email marketing, de création de vidéos, de marketing de manière générale. Et je vais expliquer tout ça. Et donc ça, c'est le 7 février, le dernier jour pour rejoindre YouTube Secrets 2.0. Je comprends le principe. T'onboard tout un tas de gens qui sont curieux, qui veulent faire le truc. Tu fermes tes portes. Donc t'es plus en train de te soucier de faire la distribution de ton produit. T'es en train de te soucier de transformer toute ta communauté en chaîne qui fonctionne et augmenter la valeur de ton réseau en fait. Le problème de l'Evergreen pour un truc comme ça, l'Evergreen pour une formation, c'est pas grave. L'Evergreen pour un truc... Alors l'Evergreen, les gens savent ce que c'est sur ta chaîne, je pense. Ouais, mais je vais quand même le dire, l'Evergreen, c'est quand tu vends tout au long de l'année. Le problème de l'Evergreen et de ne pas avoir fait genre des portes qui se ferment, c'est déjà il y a moins d'urgence. Ça se vend moins, enfin c'est plus dilué en tout cas sur l'année. Le plus important pour un produit comme ça, c'est que si tout le monde rejoint en même temps, a priori tout le monde au moins a les connaissances en même temps. Alors que le mec qui est là depuis 1 an, il a beaucoup plus de connaissances que le mec qui vient de rejoindre. Et le mec qui vient de rejoindre, il doit se retaper énormément de trucs et ça va être très compliqué pour lui. Ouais, il y a un système de cohésion. Les mecs, ils sont plus unis, ils sont tous arrivés en même temps et qu'il n'y a pas tout le temps un mec qui débarque avec des questions de teubé parce qu'il a rien lu du tout et que en vrai, il vient de débarquer, c'est pas sa faute. Exactement, c'est ça. Je trouvais ça beaucoup plus intelligent que faire ça. Ouais, et je vois que tu es très très focus là-dessus. C'est-à-dire, tu fais vraiment des conférences en interne, tu mets de l'énergie. Ouais, bien sûr, je suis là. Je vais pas citer de nom, mais tu sais, il y a eu des youtubeurs qui ont entre guillemets créé leur communauté et tout, et qui ont fait, c'est un groupe de discussion payant, tu vois. C'est juste ça. Non, l'idée c'est qu'il y a des conférences, franchement, au moins une par semaine. Et si vraiment je suis pas là pendant 2 jours, tu vois, je préviens, j'envoie un long message et je m'excuse et machin. Et c'est rare. Ce week-end, c'est la conférence sur le recrutement, savoir bien recruter une équipe. Je vais analyser un Google Forms d'un recrutement de monteur, mais pas que. Donc, pourquoi le recrutement sur YouTube c'est important et comment le mettre en place. Comment faire si t'as pas de thunes, parce que ça compte aussi, tu vois. Il y a des mecs qui peuvent pas payer 200 balles par vidéo 2 fois par semaine. Tu vois, c'est pas possible pour eux. Comment faire si t'as pas de thunes pour recruter quand même et avoir quand même des bons monteurs. C'est ce genre de truc. Donc là, ça va être faire un deal avec eux, ouais. Exactement, c'est ce que j'ai fait moi. Tu sais, comme je t'ai dit, hein, il y a encore quelques mois, j'étais pauvre. Enfin, pauvre, chacun sa norme, hein, mais pendant 1 an, j'ai fait des vidéos presque à perte. C'est-à-dire, j'étais tout juste à l'équilibre. Comment je faisais, c'est que j'avais négocié avec mes monteurs pour les payer moins cher. Et ensuite, quand je gagnerais plus d'argent, je les payerais plus cher, tu vois. Je les surpaierais. Et c'est normal. Je serais pas là sans eux, tu vois. Donc c'est normal de surpayer des mecs que t'as sous-payé avant. S'il y en a qui se posent la question de voir si ça marche, tes conseils ou quoi, allez voir les vidéos que je tapais il y a ne serait-ce que 1 mois et demi à peu près, et les vidéos récentes dans lesquelles je fais la série qui s'appelle Démolition. C'est une série que j'ai fait en suivant les conseils de Lohan. La vidéo sur Stan Leloup, la vidéo sur Philoseph. Là, il y a une vidéo, tu l'as pas encore vue, mais elle est bien. Franchement, elle est culte déjà. Et donc, t'as un daron qui est coach en séduction et qui vend une formation pour briser des hymens. C'est vrai ? Il dit presque comme ça.
Enfin, il Non, c'est raconte vrai. il raconte une anecdote où il a brisé un hymen. La démolition de funnel est pas mal sur lui. Alors, c'est un peu what the fuck son truc, mais derrière son funnel était bien construit. Du coup, je l'ai pas clashé, au contraire, c'est pas mal. Stan Leloup, ouais, lui c'était tout le contraire. En fait, Stan Leloup est un génie. Il a appelé sa chaîne Marketing Mania, et vu que les gens n'y connaissent rien, eh ben, il croit que le mec sait faire du marketing. Pas du tout. Le mec est un excellent storyteller, ce qui est déjà pas mal, hein. Ça permet quand même de faire de l'argent. Mais tout le monde est persuadé, comme quand je faisais mes spectacles de Kung Fu, les gens étaient persuadés que j'étais un maître en Kung Fu. J'ai fait 6 mois de Kung Fu dans ma vie. J'étais un danseur. Marketing Mania, c'est un acteur qui fait du super storytelling et qui s'appelle Marketing Mania, et les gens se disent c'est un expert en marketing, et c'est ce que je me disais. Et quand j'ai analysé son funnel, j'étais là, ah ouais, donc il envoie directement le trafic sur un autre mec, son affilié, donc il perd 50% direct, qui lui-même renvoie sur une seconde landing page, une troisième. Non, mais j'ai vu ça, c'était. J'espère que c'est un truc genre c'est ça maintenant. Je me suis dit mais c'est pas possible. Je pense que c'est un truc Je genre. pense que j'ai pas eu de chance. Actuellement le funnel est cassé parce qu'il est en train de le refaire. Tu vois. Je pense que c'est ça le truc. Mais ça n'a aucun sens. Tu vois les 3 landing pages. J'ai pas compris. Tu vois. Et c'est pas moi qui ai trouvé genre le funnel est cassé, je vais l'attaquer nickel. Non, je voulais commencer ma série avec un ton sarcastique mais sur un funnel carré pour en dire du bien et que les gens se disent bon il y a de l'humour, c'est un petit peu des fois provoque mais l'intention est bonne. Et pas du tout, putain. Je commence avec ma provoque, nana, je fais des blagues sur sa copine thaïlandaise et je me dis on arrive sur la partie de funnel, ça va être cool. Je tombe sur le funnel, je suis là, je suis devenu fou, je tapais sur mon bureau et tout, je dis pourquoi ? Et je réalisais en temps réel que j'y avais cru en fait. Marketing Mania, j'avais cru, ouais, il s'y connaît en marketing. Alors, comme tu dis, peut-être le funnel est cassé. Et peut-être qu'il a des périodes de lancement dans lesquelles là, il fait bien le boulot et qu'en Evergreen, il est en mode bas les couilles frère. J'ai même pas de funnel, j'ai mis des liens, mais j'aurais pu ne pas en mettre. J'espère. Peut-être t'avais pas trouvé le bon lien, peut-être c'était pas le bon lien pour Non, démarrer. c'est le premier. Et j'ai un peu regardé hors caméra, tu sais, Ok. j'ai regardé les autres liens pour voir et tout. Et non, c'était pété. Je pense qu'on est en période d'Evergreen pour lui et qu'il est pas sur un lancement et que quand il fait un lancement, il sait faire un. J'espère. Parce que j'y crois toujours, ça s'appelle Marketing Mania. J'espère qu'il sait faire un lancement. mais peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il sait faire des vidéos, il sait faire du narratif, il fait beaucoup de vues, ses vidéos sont très plaisantes, il sait choisir ses sujets, les analyser. Donc c'est pas un idiot, c'est pas un mec qui a pas de compétences. Du coup, je suis curieux, quand il fera un lancement, j'irai analyser. Enfin bref, c'est pas, j'ai rien contre Stan si tu nous regardes. La balle est partie tout seul. En tout cas, t'as un mot de la fin et je vais aller faire mon entraînement de boxe. Et ben le mot de la fin c'est cliquez sur le lien dans la description et rejoignez YouTube Secrets 2.0. 19 ans, ça pose déjà ses couilles. Il est là, cliquez, achetez mon truc. Et franchement, 24 balles pour avoir une formation complète, pour se lancer sur YouTube, pour rejoindre une communauté, pour être auprès d'un mec compétent. Je veux dire, pour que j'aille valider un petit con, c'est qu'il m'a impressionné. Non, mais vraiment, j'ai une gueule à écouter des jeunes. Pas du tout. Je suis connu pour ma tolérance. Du coup, les rares fois où je dis qu'un truc est bien, c'est que vraiment, je pense que c'est bien. Et là, je connais le domaine, hein. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, j'ai fait plein de vidéos, j'en ai fait des biens, je connais le métier. Loan est bon, lui et son équipe m'ont surpris, ils ont une capacité à faire du process narratif, ils sont vraiment bons là-dedans, à comprendre les codes de YouTube, à être dans cet univers, tu vois, il fait ses soirées YouTubeurs et tout, ça a l'air de rien, non, c'est important. En fait, il baigne dans ce milieu-là depuis qu'il a 10 ans. C'est un enfant de YouTube, Loan, et il connaît son univers. Ciao Jean-Marie. Je te fais une bise, salut. Salut.